La procédure de soumission de manuscrits à un éditeur est relativement claire et connue. Leurs pages web sont définies et décrivent bien la façon de faire. Tandis que la négociation des contrats, la méthode de négociation, les procédures à suivre sont beaucoup moins connues. C'est ce que nous verrons dans cette présentation. Le but est d'alléger le tout, de rendre la négociation aisée et de diminuer le stress. En sachant à l'avance que nos actes et nos procédures sont adéquates, cela facilitera la négociation en diminuant le stress. Sachez que les méthodes qu'on décrira aujourd'hui sont applicables pour la négociation de tous les contrats, autant les contrats de cinéma que les contrats de théâtre. En fait, la méthode est même internationale. Les procédures avec les nouvelles technologies sont répandues. Les questions se posent. Comment aborder la question du contrat? Comment procéder concrètement? Par courriel, en personne? Comment négocier sans nuire aux bonnes relations avec l'éditeur? La procédure de négociation doit faciliter les relations. La création d'un livre est de longue durée, le processus est long. Donc, la négociation ne doit pas nuire à nos relations artistiques avec l'éditeur. Nous verrons tout ça en 4 étapes. Premièrement, les méthodes de négociation seront abordées. Deuxièmement, les différentes attitudes à adopter au moment de la négociation du contrat d'édition. Troisièmement, on verra les attentes de l'éditeur, en fait les arguments qui seront rencontrés par l'auteur au moment de la négociation. Et en dernier lieu, on verra les réponses qu'on pourrait présenter à l'éditeur pour en venir à une négociation satisfaisante. Quelle est la procédure habituelle en matière de négociation de contrat? Le processus de négociation d'un contrat d'édition débute dès l'acceptation par l'éditeur du manuscrit. Plusieurs scénarios sont possibles. En dehors du rejet pur et simple du manuscrit, il y a différents types d'acceptation. La première étant l'acceptation inconditionnelle, qui sera suivie simplement de révision ou de correction orthographique. Un jugement récent nous a dit que l'éditeur avait l'obligation d'effectuer une révision. Malgré ça, certains éditeurs se limitent à une simple correction orthographique. L'éditeur peut être intéressé au manuscrit et émettre des commentaires précis. Alors, on recommande à l'auteur d'y répondre de façon méthodique et d'y ajouter même un échéancier. Ce professionnalisme sera grandement apprécié. Aussi, il y a la possibilité pour l'éditeur de simplement accepter le manuscrit sans émettre de commentaires. Dans ces 2 dernières situations, l'éditeur peut déjà vouloir négocier un contrat ou, curieusement, entamer le travail créatif. Embaucher le graphiste, embaucher l'illustrateur, photographe et tous les membres participant à la création de l'œuvre. Et ce, sans avoir réglé au préalable le contrat d'édition. Doit-on exiger de signer un contrat avant d'entamer tout travail avec l'éditeur? Mieux vaut exiger la signature d'un contrat d'édition avant d'entamer le travail créatif avec l'éditeur. Et ça pour plusieurs raisons. La première raison est que l'auteur a déjà suffisamment travaillé sans garantie par l'écriture de son manuscrit. Pourquoi consacrer alors encore plusieurs heures à du travail avec l'éditeur sans garantie de publication? Mieux vaut minimiser le risque de travailler dans le vide. La deuxième raison pour laquelle il est important de signer un contrat d'édition avant même le travail de création avec l'éditeur est que oui, ça demande beaucoup d'heures de travail additionnel pour l'auteur, mais aussi pour l'éditeur. Ça crée beaucoup de dépenses pour l'éditeur. L'éditeur aura à embaucher des contractants externes. Il devra aussi investir beaucoup de ressources à l'interne. Tout ça peut créer des embrouilles. Si, en cours de négociation de contrat, l'éditeur et l'auteur ne s'entendent pas et que l'auteur décide de quitter la maison d'édition, il peut y avoir des mésententes par rapport aux dépenses occasionnées par l'éditeur et on a déjà vu des éditeurs demander un remboursement aux auteurs. Finalement, nous conseillons qu'un contrat d'édition intervienne en amont du travail artistique pour ne pas que d'un point de vue psychologique, l'auteur se sente lié à l'éditeur. L'éditeur court d'ailleurs un grand risque de ne pas signer de contrat d'édition avant d'effectuer le travail créatif. Il y a des conséquences juridiques. En effet, la loi sur le droit d'auteur précise qu'une licence ou une cession doit être signée et écrite. En ce sens, s'il n'y a pas de licence ou de cession qui sont signées et écrites, l'éditeur court un grand risque. L'auteur demande alors à l'éditeur de lui envoyer une proposition écrite.
Alors, il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario est l'envoi par courriel d'un contrat complet par l'éditeur. Le contrat comprendra tant les éléments financiers que tous les autres clauses. L'important au moment de la signature, que ce soit lors de l'impression du contrat reçu par courriel ou lors de la signature en personne, est la relecture attentive du texte du contrat. Le deuxième scénario dans la négociation de contrat d'édition est l'envoi par courriel des points saillants du contrat à venir par l'éditeur. Cette méthode est particulièrement efficace parce que les parties peuvent négocier les points essentiels et le contrat à venir est plus près d'une entente lorsqu'il est soumis pour la première fois. Le troisième scénario dans la négociation des contrats est l'envoi par la poste pure et simple par l'éditeur d'une proposition de contrat. Cette méthode est toujours courante. Est-ce que c'est pour mettre de la pression sur l'auteur? On l'ignore. Ce qu'on recommande, c'est de faire fi de cette pression et d'établir nos commentaires par courriel ou autrement, comme nous l'avons recommandé précédemment. Quels moyens de communication peut-on utiliser pour notre négociation? La façon la plus répandue de négocier est vraiment par courriel. Ça permet de prendre son temps, de peser ses mots et même d'aller chercher des conseils auprès d'un avocat ou de son syndicat. Aussi, ça nous permet de peser nos mots et de prendre une certaine distance, d'avoir des arguments plus professionnels et moins personnels et finalement d'être moins soucieux de la réaction de l'autre lorsqu'il prendra son message. Il y a aussi la possibilité de négocier par téléphone. L'important est d'être très bien préparé. On peut fixer un rendez-vous téléphonique pour limiter le temps consacré à la négociation. Et aussi, l'important est de demander une confirmation écrite par courriel du contenu de la conversation une fois celle-ci conclue. La négociation face à face, en personne, est toujours possible. La prise de contact est l'un des points alors les plus importants. On favorise malgré tout la négociation de contrat par écrit parce que cela permet de prendre un recul qui est impossible de prendre en personne. Quelle attitude dois-je adopter et quelle méthode de négociation dois-je privilégier? Différentes attitudes de négociation sont possibles. On peut décider d'opter pour une attitude agressive, une attitude conciliante ou même empathique. La réaction de l'autre pourra nous guider dans le choix de cette attitude. Adopter un comportement de compétition amènera l'autre partie à opter pour un comportement qui est plus sur la défensive. Ça pourrait mener à une impasse et ce serait alors plus difficile d'en venir à une entente. L'important est d'avoir une attitude dans un comportement qui est affirmé pour en venir finalement à une entente qui est gagnant-gagnant. Parce qu'ultimement, l'auteur et l'éditeur désirent la même chose, qu'il y ait une publication d'un livre de qualité. Pour être crédible, il suffit d'amener des faits, des données qui sont réelles et rationnelles. Qui plus est, dans le cas de la négociation, le plus souvent, la personne qui apparaît le plus crédible est l'éditeur. L'auteur a donc une pente à remonter pour prouver qu'il est lui aussi crédible dans la négociation. La cohérence se transmet par la logique des idées et des demandes formulées. Il est important de formuler des demandes qui sont logiques et raisonnables pour établir un sentiment de confiance. Pour être constant, il faut bien formuler des demandes qui sont en conséquence avec ce qu'on voulait initialement, avec notre plan de négociation. Quand on a une demande, on doit la défendre. Par exemple, si pour nous, le plus important est de conserver nos droits d'adaptation cinématographique de notre œuvre, alors il faudra établir comme plan B, non pas une demande monétaire, mais plutôt un droit de veto sur une éventuelle adaptation. Finalement, il faut aussi être pertinent, formuler des demandes en tenant compte de l'implication de chacun. Donc, les demandes doivent être en proportion avec l'implication de l'éditeur et de l'auteur dans le projet. Il existe bien sûr plusieurs méthodes de négociation. Celle qu'on favorise sera la méthode dite contributive. C'est la méthode qui est la plus adaptée à un projet créatif d'ailleurs. Cette méthode est particulièrement efficace puisque les parties acceptent du coup de collaborer pour en venir à une entente optimale. Il est important d'instaurer pour ça un climat de confiance. Cependant, l'auteur doit agir avec fermeté et conciliance. Il faut axer davantage sur les objectifs plutôt que sur les moyens d'y parvenir. L'auteur doit avoir un dossier étoffé afin de repousser toute prétention de l'éditeur selon laquelle l'éditeur serait celui qui connaît les règles du jeu. Attention, il faut tout de même être prudent.
bien qu'efficace, il est probable que l'autre partie tente de profiter du climat de confiance pour abuser de la bonne foi de l'autre partie. À quelle attitude dois-je m'attendre de l'autre partie? Le plus souvent, le rapport de force est déséquilibré dans le cadre de la négociation d'un contrat d'édition. L'éditeur bénéficie d'un rapport de force qui est plus important, qui est plus favorable à son égard. Ceci dit, le rapport de force de l'auteur varie considérablement selon là où il est rendu dans sa carrière. Les expériences passées qu'il a vécues vont le guider dans sa négociation. Il y aura aussi une variante selon le type d'œuvre qu'il écrira, une œuvre spécialisée versus un roman, et selon son réseau de contacts, selon aussi la taille de la maison d'édition. Si une partie était certaine de ne pas pouvoir obtenir quoi que ce soit dans le cadre d'une négociation, il n'y aurait pas de négociation. L'important est vraiment de hiérarchiser ses demandes pour l'auteur, de faire un plan A, un plan B, un plan C, d'user de créativité dans le cadre de sa négociation et surtout être celui qui est porteur de solutions. Que désire obtenir l'éditeur lors de la négociation du contrat d'édition? D'emblée, il ne faut pas oublier que la personne avec qui l'auteur négocie sera rarement la même personne avec qui elle va intervenir d'un point de vue créatif. Souvent, dans la maison d'édition, le négociateur est quelqu'un d'autre. Cela peut donner du courage dans sa négociation. Quels sont les arguments courants de l'éditeur? Tout d'abord, on aura l'argument du contrat type, que le contrat est non modifiable, que c'est le contrat qui est constamment signé. Malheureusement, on sait tous que pour un contrat d'édition, on parle d'une tête, un contrat. Donc, chaque contrat est négociable. D'ailleurs, s'il n'est pas négociable, on parle ici d'un contrat d'adhésion. Un peu plus tard dans la formation, on parlera spécifiquement de cette situation juridique. L'éditeur dira que les temps sont durs pour le marché du livre, que sa part est amoindrie par les autres intervenants de la chaîne, l'imprimeur, la distribution, la mise en marché de l'ouvrage. Le plus souvent, l'éditeur désire donner le moins de redevances possible à l'auteur. En fait, ils voudront obtenir une cession le plus longue possible sur tous les marchés, sur tous les droits relatifs à l'œuvre. Aussi, ils demanderont un droit de premier refus sur les œuvres futures. Il peut demander un contrat de plus longue durée possible sur les droits d'adaptation, sur le plus grand territoire possible. En fait, l'important pour l'auteur est de bien comprendre les enjeux pour prendre une décision éclairée et établir ses priorités dans la négociation. Comment puis-je me préparer à argumenter en comprenant les attentes de l'éditeur? En réponse à l'argument du contrat type, il faut rappeler que chaque personne est différente, chaque œuvre est différente. Il devrait alors avoir un contrat différent pour chacun de ces aspects. Il n'est pas nécessaire de négocier la totalité du contrat. L'important est de négocier les aspects qui sont importants pour nous en tant qu'auteurs. Il est vrai que le monde de l'édition n'est pas des plus lucratifs. Cependant, l'auteur doit rappeler à l'éditeur que chacun a droit à sa juste part. La plupart des éditeurs sont subventionnés et obtiennent des avantages fiscaux importants pour leur travail. Il faut, en tant qu'auteur, expliquer à l'éditeur la différence, puisque l'auteur, pour sa part, a écrit son œuvre sur son temps personnel et de façon non rémunérée. Finalement, on doit lui rappeler aussi que l'œuvre est essentielle au monde de l'édition. Ultimement, il ne faut pas non plus se fier aux représentations verbales ou aux courriels qui pourraient compléter le contrat pour les éléments que l'éditeur ne voudrait pas ajouter au sein du contrat. Du genre, on en reparlera plus tard ou ça servira de complément. Nous recommandons de tout prévoir au contrat, ce qui doit être prévu. Comment parvenir à faire valoir mon point de vue et à gérer les impasses? Afin de faire valoir son point de vue, l'auteur doit mettre de l'avant l'intérêt de l'œuvre. Parce qu'après tout, l'intérêt de l'œuvre est le principal motif d'une bonne négociation. Par exemple, selon l'expérience de chacun, l'éditeur et l'auteur, les droits d'exploitation de chacune des parcelles de l'œuvre pourra être attribués à l'éditeur ou à l'auteur. Je pense ici aux droits de traduction, aux droits d'adaptation. De plus, il peut être parfois nécessaire de mentionner à un éditeur que si l'auteur est bien traité chez lui, l'éditeur
sera avantagé parce que l'auteur pourra d'emblée offrir ses prochaines œuvres à cet éditeur. Aussi, l'auteur qui est bien rémunéré pourra se consacrer davantage à son travail d'auteur. Si un auteur fait affaire avec le même éditeur pour plusieurs de ses œuvres, l'éditeur épargnera aussi sur les frais de promotion. On pense ici à une présence au Salon du Livre ou à des interviews. Par une promotion, il y a un effet avantageux sur la promotion de plusieurs œuvres du coup. Quels arguments dois-je faire valoir en premier? Il s'agit ici de faire un exercice subjectif. Il s'agit de hiérarchiser ses propres demandes. Par exemple, si l'auteur est en début de carrière versus un autre qui est plus expérimenté, les demandes pourront, d'une façon raisonnable, être complètement différentes. On doit agir en fait comme si on était notre propre agent, avoir des demandes raisonnables, mais qu'on se sent capable de soutenir, au même titre qu'un agent le ferait. Il faut fixer la limite minimale et la limite maximale. La limite maximale étant l'idéal et la limite minimale étant un seuil réel. Par exemple, si un auteur trouve important d'avoir un taux de redevance le plus élevé possible, en contrepartie, il pourra accorder à l'éditeur de plus grands droits d'exploitation. Il est important, bien sûr, dans la négociation, de conserver nos limites secrètes. L'éditeur a aussi son plan en tête. Ainsi, si chacun respecte ses propres limites, la négociation se soldera par un accord. Dans cette optique, notre plan de négociation pourra être structuré de différentes façons. Tout d'abord, si beaucoup de clauses sont à négocier ou si les demandes sont importantes, il pourrait être intéressant de commencer la discussion en mentionnant les clauses qui n'ont pas besoin d'être négociées. De ce fait, en concédant dès le départ certaines choses, ça pourrait rassurer l'autre partie. Dans ce sens-là, l'éditeur pourrait être plus enclin à accepter les futures modifications puisqu'il sait qu'il y a déjà une bonne partie du contrat sur lequel tous s'entendent. Il est possible aussi de négocier à l'inverse, d'entamer la discussion avec les éléments sur lesquels des modifications sont requises pour présenter au fur et à mesure de la négociation à l'éditeur des points positifs, c'est-à-dire des éléments sur lesquels aucune négociation n'est nécessaire. Plusieurs techniques différentes peuvent être possibles. Normalement, la négociation doit se situer en entonnoir. On commence la négociation avec un maximum de demandes et les demandes doivent diminuer en cours de route. Ne jamais présenter de nouvelles demandes à la fin d'une négociation. Qu'est-ce qu'un contrat d'adhésion? Précédemment, on parlait des contrats d'adhésion, c'est-à-dire des situations où l'éditeur présente un contrat comme étant non négociable, comme étant un contrat type. Pour qu'il y ait une négociation possible, on parlera alors d'un contrat de gré à gré. S'il s'agit d'un contrat d'adhésion, il n'y a pas de matière à négociation. Le contrat d'adhésion est celui qui est défini à l'article 1379 du Code civil du Québec. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle pour son compte ou suivant ses instructions et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. Afin de savoir s'il s'agit d'un contrat d'adhésion, la Cour a déterminé que ce type de contrat se distingue par 3 caractéristiques en vertu de ce dit article. L'adhérent ne jouit d'aucune faculté de négociation des éléments essentiels. La faculté de négocier doit porter sur des stipulations essentielles et les stipulations essentielles ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle ou selon ses instructions, étant ici l'éditeur. Ce qui veut dire que l'adhérent, dans ce cas-ci l'auteur, n'a pas eu l'occasion de négocier les clauses maîtresses de son contrat. Les clauses essentielles ont été imposées par l'autre partie, ici l'éditeur, et à son avantage. L'auteur qui aurait signé un contrat d'adhésion pourrait s'en sortir et demander que des clauses soient annulées et déclarées comme étant abusives par les tribunaux. Ici, ce sera l'article 1437 du Code civil du Québec qui explique ce critère. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi.
Est abusive notamment la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. Il y a donc nécessité d'équivalence des prestations, de proportionnalité des prestations, de réciprocité entre l'auteur et l'éditeur et surtout d'écart avec la norme entre le contrat et la norme en matière d'édition. En définitive, tout contrat est susceptible d'être négocié. Un contrat mal négocié peut sembler très long, surtout lorsque les relations avec l'éditeur sont mauvaises.